Aujourd'hui, c'est tout à fait banal et accepté de voir quelqu'un sortir sa Switch dans un lieu public. Mais je vous rappelle qu'il y a eu une époque où c'était encore trop la honte de jouer sur console Nintendo. Tu joues à la Wii U? Non, c'est pas ce que tu crois, je masturbais. Il semblerait que j'étais pas seul à vivre dans le péché, puisque plein de gens ont commencé à me suivre sur YouTube avec mes vidéos Wii U. Faut dire que je vous ai bien nourri à ce niveau-là, mais depuis un an, plus trop. Je suis passé à la 3DS, parce que la plupart des jeux Wii U que je voulais me faire, je les ai déjà faits. Donc j'ai de moins en moins de choses à vous raconter sur cette console. Et pourtant, j'ai eu régulièrement l'occasion de la rebrancher cette année, parce que la Wii U, c'est un peu un musée Nintendo, dans le sens où elle permet de jouer à plein d'autres consoles. On l'a vu dans une précédente vidéo, elle permet de jouer à des jeux Nintendo DS sur un grand écran. Mais comme son nom l'indique, la Wii U, c'est aussi une Wii, et avec une sortie HDMI, donc c'est encore plus simple à brancher sur une télé moderne qu'une Wii classique. Et Wii U oblige, même pas besoin de télé. Tu peux aussi jouer au titre Wii uniquement sur le gamepad. Vous le saviez peut-être pas, mais au niveau de la caméra, il y a une sensor bar intégrée pour utiliser le pointeur. Donc c'est pas mal fait cette rétrocompatibilité. Et quand je dis que la Wii U c'est une Wii, c'est littéralement le cas. Il y a une Wii à l'intérieur de la carcasse, c'est pas de l'émulation. C'est pour ça que quand tu insères un disque Wii, ça boot le menu de la Wii. Au moins pas de problème de compatibilité. Si ce n'est qu'il n'y a pas de port manette GameCube. Donc pour les jeux qui étaient compatibles, vous serez obligé de vous contenter d'une manette pro. On peut pas tout avoir. Et n'essayez pas de brancher l'adaptateur GameCube qui était vendu avec Smash Bros. Ça marche pas pour les jeux Wii. Malgré mes nombreuses tentatives. Mais donc le sujet de cette vidéo, c'est que la rétrocompatibilité de la Wii U m'a donné envie de me relancer quelques-uns de mes disques Wii. Et une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, c'était trop tard. Je me suis réintéressé à la console, j'ai rematé plein de vidéos dessus, et j'ai scruté les rayons Wii dans les caches, pour agrandir ma collection tant que ça vaut pas grand chose. Je suis dans une hype Wii là, et vu qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, je vous fais cette vidéo en espérant que ma hype du moment soit un peu contagieuse. Malgré son succès commercial, la Wii, elle a encore une mauvaise réputation pour plein de gamers. Et ça se comprend, il y avait la masse de jeux pourris. Et puis dans l'ère de la HD, quand les joueurs voulaient se prendre des claques graphiques, c'était couillu quand même de sortir une GameCube 2.0 qui faisait tourner des jeux en SD. Résultat, la Wii, plein de gens s'en foutent aujourd'hui. Elle a pas une aura respectable comme peut l'avoir une Super Nintendo, une Nintendo 64 ou une GameCube, même si elle s'est bien plus vendue. Pourtant, normalement, le temps fait des miracles. Après 17 ans, on aurait dû oublier tous ses défauts et se remémorer que ses qualités. Oui, vous avez bien entendu, la Wii a 17 ans. C'est-à-dire que la Wii est aujourd'hui plus vieille que ne l'était la Super Nintendo à l'époque où la Wii est sortie. Pourtant, j'ai l'impression qu'il s'est passé bien plus de choses entre la Super Nintendo et la Wii qu'entre la Wii et maintenant. Ça vous le fait à vous aussi ? Le temps sait se montrer trompeur. Maintenant qu'on a bien tergiversé, on va pouvoir rentrer dans le concret. J'aimerais vous raconter quelques anecdotes que j'ai eues avec plusieurs jeux Wii dès 2006. Faut dire que rejouer à ces jeux aujourd'hui, ça m'a rappelé plein de souvenirs que j'avais envie de vous partager. On commence avec le jeu de lancement qui exploite la Wiimote. Essayez de deviner. C'est un jeu très connu, qui avait plein de pubs à la télé. Il utilisait la Wiimote de différentes façons, c'était les débuts d'un tout nouveau genre de personnage, Rayman contre les lapins crétins, tout à fait. Avant que les lapins deviennent leur propre licence, c'était juste les ennemis de Rayman dans un party game qui était pas forcément destiné à n'être qu'un party game. Pendant une partie de son développement, il était encore considéré comme Rayman 4, et finalement, vu les contraintes de temps, ils ont réduit le scope du jeu pour que ça soit qu'une compilation de mini-jeux. Mais dans le scénario, tu vois encore quelques résidus de cette aventure qui se voulait plus ambitieuse. T'es enfermé dans une cellule, en réussissant des épreuves, on t'offre des ventouses, et plus t'en accumules, plus tu peux t'en servir comme d'une échelle pour t'évader de la prison. Aujourd'hui, une compilation de mini-jeux s'embêterait pas forcément autant au niveau des enjeux scénaristiques, mais du coup c'est appréciable je trouve. Les mini-jeux en revanche, ça vole pas très haut. C'est pas ce qui se fait de mieux sur Wii. Mais au lancement, le 8 décembre 2006, on n'avait pas encore trop matière à comparer. Et puis, je sais pas vous, mais moi, quand la Wii est sortie, j'avais que 12 ans, et la détection de mouvement, je considérais encore ça comme de la magie. Donc j'avais de l'intérêt pour le moindre jeu où incliner sa manette faisait réagir quelque chose à l'écran. Et je me souviens très bien de la première fois que j'ai joué à Rayman contre les lapins crétins.
parce que c'est la toute première fois ever que je jouais à la Wii. J'avais même pas encore la console. On était début décembre, le soleil se couchait tôt, à peine sorti des cours, et flottait déjà dans l'air un parfum de Noël. Après le collège, on allait souvent au score game avec des potes, mais là c'était spécial, ça devait être la semaine de sortie de la Wii, donc il y avait une animatrice d'Ubisoft qui faisait des démos dans le magasin. Il y avait plein de monde autour d'elle, elle avait branché Rayman contre les lapins crétins, elle nous faisait nous affronter les uns après les autres sur différents mini-jeux, et ceux qui avaient le meilleur score gagnaient un goodies Rayman. J'étais hyper excité, j'attendais mon tour, j'ai attendu longtemps d'ailleurs, puis on m'a mis dans mes mains une Wiimote et un Nunchuk. Ça ressemblait à aucune manette que j'avais touchée dans ma vie. C'était tellement novateur, il y avait plein de boutons dessus, mais aucun n'allait me servir puisque j'avais le mini-jeu où faut juste secouer ses mains le plus vite possible pour faire courir Rayman très vite. Je me vois encore très bien faire des mouvements beaucoup trop amples, souffler comme un cochon, pour au final faire un score nul à chier, donc j'ai gagné aucun goodies. C'était la grosse déception après toute cette attente. Mais c'était ma première expérience avec la Wii. Puis je comptais les jours avant Noël. Je voulais avoir ma propre console pour y jouer quand je veux, ne pas avoir à attendre mon tour 40 minutes dans un score game avant d'avoir le droit de jouer 20 secondes. Et bordel Nintendo, ils m'ont pas ménagé avec toute leur publicité à la télé en fin d'année. Je ne pensais qu'à la Wii, quotidiennement, puis Noël est arrivé. Et sous le sapin, aucune grosse boîte, juste une enveloppe. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je l'ouvre, elle renfermait un bout de papier avec écrit « Bon pour une Wii ?» Ah ! Mes parents qui me disent gênés « Ah, en fait, on n'a pas réussi à l'acheter, elle est en rupture de stock, lol. » Le supplice de l'attente allait devoir continuer encore plusieurs semaines. Mais c'était pas juste la Wii qui m'obsédait. C'était aussi et surtout le gros jeu de la Wii. Le nouveau Zelda. Je ne rêvais que d'y jouer. Tous les soirs, je matais des vidéos sur internet pour essayer d'apaiser ma faim. Mais c'était de la torture, ça me donnait que davantage d'appétit. C'est pas comme aujourd'hui où je sais faire preuve de patience en attendant qu'un jeu sorte. Là, c'était horrible, parce que le jeu était déjà sorti. Mes potes en parlaient déjà dans la cour, et je salivais pendant qu'ils s'échangeaient des astuces. J'en pouvais plus, c'était au-dessus de mes forces, il me fallait Zelda Twilight Princess. Tant pis si c'était pas sur Wii, j'allais me prendre la version GameCube. Après les cours, je vais dans mon fameux score game préféré avec tout mon argent de poche et des jeux à revendre, et là ils me disent « Ah non mais la version GameCube on l'a plus, elle est introuvable maintenant, elle se revend déjà très cher sur internet. » J'avais arrêté de compter les coups de poignard que la vie s'amusait à enfoncer dans mon cœur. Vous l'aurez compris en écoutant mes récits, j'ai eu une enfance très difficile. Mais courant février 2007, les ruptures de stock commençaient à s'arranger, et j'ai enfin pu échanger mon papier bon pour une Wii contre une Wii. Et autant dire qu'à ce moment-là, j'ai jamais autant kiffé un jeu vidéo de ma vie. Zelda Twilight Princess, ça a été une maxi claque. Exactement comme Breath of the Wild au lancement de la Switch. Je trouvais ça ouf qu'ils aient réussi à intégrer de la détection de mouvement dans un vrai gros jeu solo et pas juste dans des party games familiaux. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que je préfère me relancer le jeu, surtout que quitte à jouer sur ta Wii U, autant direct prendre le Twilight Princess HD. Mais malgré tous ces détracteurs, cette version Wii, elle est pas non plus inintéressante. Déjà, c'est la moins chère sur internet, le jeu reste très sympa, et puis ça permet de se replonger dans le début de vie de la Wii, voir quelles idées les développeurs ont bricolé pour intégrer de la détection de mouvement dans des jeux qui à la base n'étaient pas designés pour. Ça va devenir quelque chose d'habituel sur la Wii, avec des portages de la génération précédente qui vont essayer de se trouver une nouvelle raison d'exister. On va le voir dans cette vidéo, mais juste avant, j'aimerais mentionner un jeu qui tombe pas dans cette catégorie. WarioWare Smooth Moves, que mon pote Kylian m'avait prêté à l'époque. Parce que oui, moi j'avais plus de thunes, je tournais qu'à Zelda et Wii Sports. J'avais plus 50 balles à mettre dans des nouvelles sorties. Lui, il utilise hyper bien la manette, c'est fou. C'est la vitrine de la Wiimote pour moi. Bon, pour le grand public, c'était Wii Sports, parce que c'est tout de suite parlant de mimer des gestes que tu fais dans des vrais sports, alors que dans WarioWare, tu fais des actions débiles. Mais alors, ça te demandait de tenir ta Wiimote de plein de façons différentes, c'était hyper ingénieux. Et encore aujourd'hui, je trouve ça très drôle. L'éléphant maintient le bâton de style en position horizontale contre ton nez. C'est un roc, c'est un pic, que dis-je ? C'est une trompe d'éléphant. Sérieusement, WarioWare, il offre une des meilleures utilisations de la Wiimote. Ça aurait pu faire un super jeu de lancement. D'ailleurs, au Japon, c'était un jeu de lancement. Mais en Europe, faut croire que Nintendo voulait pas que les lapins crétins lui volent la vedette.
alors ils ont attendu le 12 janvier 2007 pour le sortir chez nous. 2 mois après, le 16 mars 2007, c'est SSX Blur qui sortait. Lui, je l'ai acheté d'occasion quelques temps plus tard et je l'ai trop kiffé. En théorie, c'est une exclu Wii, mais c'est une sorte de recyclage soigné du contenu de SSX On Tour, avec des graphismes améliorés et de la détection de mouvement pour faire des figures. Le motion gaming a rien de renversant, mais comme je vous le disais, à l'époque, j'étais encore facilement impressionnable. Et puis pour un jeu pareil, je trouve ça plus naturel que de faire des figures en appuyant sur des gâchettes. En vrai, c'est cool, il y avait une bonne sensation de vitesse quand tu descendais les pistes, il y avait des épreuves variées, de belles animations, c'était fluide, jouissif. Pendant longtemps, c'était franchement un de mes jeux Wii préférés après Zelda. Toujours dans l'ordre chronologique, on passe en mai avec Mario Strikers Charged Football. Étrangement, il est sorti en Europe avant le Japon et l'Amérique. Et c'est le premier jeu Wii jouable en ligne. C'est la première fois qu'on voyait ce logo bleu sur une jaquette Wii. En Europe du moins. C'est peut-être pour ça qu'il est d'abord sorti chez nous, pour tester la charge des serveurs. Parce que sinon, le premier jeu à utiliser la Nintendo Wi-Fi Connection au Japon, c'était Pokémon Battle Revolution, pour faire des matchs en ligne en important ces Pokémon de la Nintendo DS. Il est sorti hyper tôt là-bas, en décembre 2006. Aux US, c'était en juin 2007, mais nous en Europe, on a dû attendre décembre 2007 pour mettre la main dessus. Heureusement qu'elle est révolue cette époque où on recevait les jeux 1 an après tout le monde. Mais revenons à Mario Strikers Charged Football, je vous prie, vu que lui on l'a eu en premier. C'est un jeu de foot de rue, et c'est bien plus rapide et nerveux qu'un FIFA. J'ai bien aimé le côté foufou de l'enrobage Mario avec les objets et les super frappes. Il utilise pas beaucoup la Wiimote par contre, à part quand t'incarnes le gardien pour contrer les frappes avec ton pointeur. Ça ressemble quand même beaucoup au premier épisode de la série qui était sorti sur GameCube. Mais là tu peux plus customiser la composition de ton équipe, et il y a un mode mission supplémentaire pour s'amuser en solo. Mais franchement, tout seul, c'est vite lassant. C'est un jeu qui est fun en multi, et c'est pour ça que c'était un chouette ambassadeur des capacités online de la Wii. Le 29 juin 2007, ressortait Resident Evil 4 dans une Wii Edition. Lui, personne ne me l'a prêté, je l'ai acheté moi-même avec mes propres deniers rapidement après sa sortie, parce qu'il était méga culte. Je l'avais jamais fait, et avec la hype de la nouvelle console, ça me serait jamais venu à l'idée de me prendre la version GameCube d'occasion pour moins cher. C'était mon premier jeu d'horreur, donc je flippais un peu au début, mais en vrai ça va, il était pas trop terrifiant vu que tu te baladais surtout dans des environnements de jour. J'aimais bien le concept du jeu, faire attention à mes ressources, tout bien ranger dans ma valise, sentir mes armes s'améliorer. Et puis moi qui avais encore du mal sur les jeux où fallait viser avec un joystick, je trouvais ça très pratique d'utiliser le pointeur de la Wiimote. D'ailleurs, le saviez-vous, on peut jouer à Resident Evil 4 Wii Edition avec une manette GameCube. Mais c'était un peu caché, donc je l'ai découvert très tard. En fait, le jeu t'oblige à brancher un nunchuk pour démarrer. Mais si ensuite tu débranches ton nunchuk, là, la manette GameCube est reconnue. Et ça marche aussi avec la manette classique Wii. Comme ça, même si vous jouez sur Wii U, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le motion gaming. Franchement, super ce Resident Evil 4. Il m'avait bien plu. Ok, c'était un portage, mais faut garder en tête qu'à ce moment-là, à part Zelda, sur Wii ça manquait encore de gros jeux solo ambitieux. La console était déjà spammée de shovelware en motion gaming. L'été 2007, c'était pas mieux, mais alors dès la rentrée, Nintendo a enchaîné les frappes. En l'espace de 2 mois, ils nous ont sorti un nouveau Paper Mario, un nouveau Metroid Prime, un nouveau Mario 3D et un nouveau Fire Emblem. Même si bon, je triche un peu pour Fire Emblem Radiant Dawn, il est bien sorti en novembre 2007 aux US, mais en France, on a dû attendre mars 2008. Enfin, ça n'enlève en rien le fait que sur tous les continents, 2007, ça restait une grande année. L'année 2007 de la Wii, c'est un peu l'équivalent de l'année 2017 pour la Switch, c'est-à-dire une année riche en exclus. En fait, la Wii et la Switch ont plus de points en commun qu'on ne le pense. C'est pas juste qu'elles sont sorties toutes les deux avec un Zelda. Elles ont toutes les deux eu une première année de dingue. Ce qui n'était malheureusement pas du tout le cas de la Wii U, où on a dû attendre la 2e année pour voir arriver les hits. Mais qu'est-ce que la Wii avait à proposer quant à elle pour sa 2e année, me demandez-vous ? Eh ben, encore un portage Capcom avec Okami le 12 juin 2008. Mais d'abord, une page de pub. RM6. Vous aimez le rétro gaming ? Alors rejoignez ce passionné qui vit dans le passé. Sur la chaîne Retro Day One, RM vous parle de jeux rétro comme si ça venait de sortir. Il y en a pour tous les goûts. Vieux jeux ou vieilleries,
plongé dans des vidéos tellement de niche que même RM a pas osé les publier sur sa chaîne principale. RM6. Okami, j'ai jamais eu l'occasion de m'attarder dessus sur la chaîne, donc je vais le faire, parce que c'est un jeu sur lequel j'ai changé d'avis récemment. Je l'avais commencé à l'époque sur PS2, mais il m'avait saoulé assez vite, alors je l'avais lâché. Entre temps, il a connu des tonnes de portages, mais la première fois qu'il est apparu sur console Nintendo, c'était sur Wii. Et à sa sortie, la détection de mouvement, c'était un sacré argument pour un jeu pareil qui consiste à utiliser un pinceau pour dessiner dans le décor. C'était plus immersif que de jouer au joystick. Imaginez si le jeu avait été porté sur Wii U, on aurait pu se servir du tactile même. Malheureusement, pour nous autres, adorateurs de la Wii U, la seule version HD d'Okami qui existe sur console Nintendo, elle est sur Switch. C'est con parce que c'est surtout la Wii U qui manquait de Zelda-like. Mais que ça ne vous dissuade pas non plus de jouer sur votre Wii U à la version Wii d'Okami, hein. Déjà parce qu'elle est pas chère, et en Occident c'est la seule version physique du jeu sur console Nintendo, vu que la version boîte sur Switch est sortie qu'au Japon. Et c'est pas comme si Okami HD sur Switch tournait à 60 images secondes. Le jeu a toujours été capé à 30 fps sur tous les supports, donc ça fera pas une grosse différence. Ok, sur Wii U, c'est pas du 1080p, mais après une heure, on fait même plus attention à ça. Parce que le jeu a quand même trop de charme visuellement. Ce cel shading, toutes ces couleurs quand tu ravives un environnement plongé dans les ténèbres, tout ce folklore japonais, qui passe aussi par les musiques, j'aime beaucoup le cadre. Après, en termes de gameplay, s'il faut comparer à ce qui se fait à peu près à la même époque, avec un loup aussi, faut reconnaître que Zelda Twilight Princess, en 2006, il avait déjà un côté next-gen. Là où Okami, ça sent que c'est un jeu avec des rouages PS2. Mais plus j'avançais, plus je kiffais. Il apporte régulièrement de nouvelles idées, donc faut pas s'arrêter à l'intro un peu trop longuette du jeu. Tout ce blabla pas captivant laisse progressivement sa place à un monde plaisant à parcourir et à explorer en quête de distractions annexes. C'est vraiment comme ça que je conçois un Zelda-like. Un jeu avec pas trop de combats, où je kiffe l'univers, où je me sens libre de me balader pour faire des choses pas obligatoires, sans que ça soit contraint par une surcouche RPG qui bloque délibérément ma progression si je fais pas de grind. Non, Okami, il a le bon goût des jeux qui étaient faits plus simplement. À l'époque c'était très riche, mais comparativement aux jeux modernes, il a une simplicité que j'ai bien aimée. Et puis le pinceau céleste, encore aujourd'hui, c'est une chouette idée de gameplay. C'est utilisé à plein de niveaux, et ça remplace en quelque sorte l'obtention de nouveaux objets dans Zelda. Là tu débloques des nouveaux dessins à faire qui donnent de nouveaux pouvoirs et qui donc te motivent à retourner dans les zones précédentes pour déverrouiller de nouveaux accès. Mais c'est pas obligatoire, c'est juste pour le kiff. Encore une fois, les vrais Zelda-like, ça courait pas les rues. Alors même si c'est un portage, Okami c'est un super ajout à la ludothèque Wii. Et Wii U. En le lançant la première fois, j'ai été très surpris de voir que ce portage Wii, il avait été réalisé par Ready at Dawn, le studio qui a fait plein de jeux PSP pour Sony, Daxter et les God of War. Sur PS4, ils ont même fait The Order 1886, mais étrangement, c'est pas un studio Sony, même s'il a été fondé par des anciens de Naughty Dog. Là, ils appartiennent à Oculus. Et la seule fois où ils ont fait un écart sur console Nintendo, c'était sur Wii pour ce Okami. Et c'était du bon boulot, parce que je le rappelle, la Wiimote marche bien avec ce gameplay. Mais bon, à terme, faut reconnaître que même pour moi, la magie du motion gaming avait fini par s'envoler. Après 2 ans de concepts qui se répétaient, j'avais l'impression que la Wiimote avait plus rien à offrir de neuf. Donc j'ai commencé à la délaisser au profit d'une PS3 que je me suis procurée courant 2008. Le jeu qui m'a réconcilié avec la Wii bien des années plus tard, c'était Xenoblade Chronicles, par le studio Monolith, parce qu'ils ont direct compris qu'il n'y avait pas besoin de se forcer à exploiter la Wiimote pour faire un excellent jeu. Ah non, pas du tout. Avant ça, Monolith Software, ils ont bien sorti un jeu Wii qui utilisait tous les gimmicks de la Wiimote. Un titre que la plupart des gens ont déjà oublié, Disaster Day of Crisis. Sorti en octobre 2008, ça n'a rien à voir avec un Xenoblade, c'est même pas un RPG. C'est quelque chose de pas banal. Une sorte de jeu de secourisme avec plein de QTE et de motion gaming. Franchement, ça a pris un coup de vieux. Devoir agiter les bras comme un con à la moindre occasion, le scénar cucu, le game feel pas top, c'est pas très agréable à contrôler je trouve, notamment sur les phases de shoot avec ton gun. Et oui, c'est pas parce que t'es un secouriste que t'as pas le droit de tuer des gens. Disaster, c'est pas un désastre non plus, mais c'est pas les grandes heures du studio Monolith. Ça a le mérite d'être original,
mais c'est un peu chiant. Par contre techniquement c'est pas mal. Ils ont essayé de mettre le paquet sur la mise en scène, des explosions à tout va. Pour un jeu de type 128 bits, c'est pas mal. Ça serait sorti sur GameCube, il y aurait de quoi être impressionné. Et c'est l'occasion de rappeler que le soin apporté au graphisme a sacrément baissé sur console Nintendo à cette époque. Sous prétexte que la Wii était moins puissante qu'une Xbox 360, beaucoup de développeurs se permettaient de sortir des jeux moches. Alors que même 4 ans plus tôt sur une GameCube, les gens auraient pas trouvé ça acceptable. Mais non, on commençait à entendre des testeurs la sous-estimer avec des phrases comme « Pour de la Wii, c'est pas mal ». Ça me rappelle ceux qui disent aujourd'hui « Pour de la Switch, c'est pas mal ». Alors que les gars, regardez ce qui peut tourner sur Wii et sur Switch. Arrêtons de comparer avec le fond du panier. Disaster Day of Crisis, il se fout pas trop de notre gueule niveau graphisme, donc ça va. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste une exclusivité Wii remplie de bonne volonté. Un gros jeu solo gamer, comme on disait à l'époque. Donc si vous êtes un peu curieux et que vous le croisez à 3€, vous pouvez vous laisser tenter. On passe en 2009 déjà avec une nouvelle exclue Wii que j'avais envie d'essayer depuis longtemps, Mad World, un beat'em all édité par Sega que j'ai trouvé dans un cache à 2 ou 3€, je sais plus. Donc c'était l'occasion de m'y mettre. Et on va le voir, c'est plus ce qu'il y a autour du jeu qui est intéressant que le jeu en lui-même. J'ai dit que Mad World c'était édité par Sega, mais c'est développé par Platinum Games. Vous connaissez les développeurs derrière Bayonetta, Astral Chain, Nier Automata. Et ben leur tout premier jeu c'est Mad World en 2009. Parce qu'en lisant un peu sur internet, j'ai vu que Platinum Games c'est un studio qui a été fondé par des anciens de chez Capcom, et plus précisément des anciens de Clover Studio, qui sont ceux qui ont développé Okami. Le monde du jeu vidéo est petit, hein. Seulement, autant j'ai kiffé Okami, autant Mad World, c'est pas un Zelda-like. Il est full accès combat en arène, mais l'originalité, c'est qu'il faut pas juste faire des dégâts, faut scorer en faisant des combos, en utilisant différents objets dans le décor pour offrir un spectacle toujours plus gore. Vous l'avez constaté, son principal attrait, c'est d'offrir à la Wii une exclue Peggy 18. C'était extrêmement rare. La Wii, pour quasiment tout le monde, c'était la console des enfants, donc c'était original comme proposition. Et visuellement, c'est encore assez unique, ce noir et blanc, pour encore plus faire ressortir le sang. Mais aujourd'hui, des jeux comme Mortal Kombat sont déjà allés bien plus loin, donc Mad World, c'est devenu gentillet niveau violence. À jouer, le concept fonctionne, mais personnellement, moi qui suis pas fan de beat'em up, où faut se farcir des vagues d'ennemis à la suite, enfermés dans une arène, c'est juste ultra chiant à jouer pour moi. Je m'amuse plus sur le menu d'un DVD. Et pourtant, j'essaye, je sais que c'est pas pour moi, mais parfois c'est bien de challenger ses certitudes, donner une chance au jeu. Y'a que les idiots qui changent pas d'avis. C'est comme ça que j'ai fini par tolérer les combats dans Yakuza par exemple. Mais Mad World, j'y arrive vraiment pas, ça me fait trop chier. Je sais que tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave si vous avez tort. Et la plus grosse honte, c'est qu'allez savoir pourquoi, en Europe, le jeu est qu'en 50 Hz. Incompréhensible. On se croirait revenu dans les années 90. Donc le jeu est même pas en plein écran, il tourne à moins de 30 images par seconde, donc ça rend vraiment pas les mouvements de caméra très agréables. Et on va s'arrêter là parce que je vois le nombre de mots dans mon document Word et ça me donne déjà la flemme de faire le montage vidéo. L'année 2010, ça sera pas pour maintenant, c'est trop récent. C'est pas assez mort pour nous. Ah mais c'est tentant. En 2010 sur Wii, on a quand même eu 2 des meilleurs platformers de tous les temps. Super Mario Galaxy 2, Sonic Colors et Donkey Kong Country Returns. Saurez-vous reconnaître l'intrus ? Au final, la force de la Wii, c'était aussi toutes les façons possibles d'y jouer. La surprise que représentaient les contrôles, là où sur une manette PS3, bon, il n'y avait pas trop de surprises, on se tapait la même DualShock depuis la PS1. Alors que sur Wii, un coup tu pouvais jouer avec la Wiimote encastrée dans un volant en plastique, un coup avec une manette pro, un coup avec un nunchuk dans ta main gauche. Parfois c'était fatigant, mais avec du recul, la Wii, elle osait proposer quelque chose de différent. Donc encore aujourd'hui, elle a de l'attrait. Entre d'un côté, les gros jeux solo ambitieux, même s'ils n'étaient pas en HD, et de l'autre, des concepts avec une ambition déjà rétro pour l'époque. Des expériences arcade épurées qui misent tout sur le gameplay et qui sont fun tout de suite. Plus je creuse, plus je vois toutes les perles que j'ai manquées dessus, et que j'ai déjà hâte de vous présenter dans le futur sur la chaîne.
Mais avant de vous quitter, un dernier mot sur la Wii U, puisque c'est grâce à elle que je me suis remis à la Wii tout de même. Ça peut paraître con dit comme ça, mais la Wii U, c'était vraiment la suite de la Wii. Il y avait plein de situations où t'avais même pas besoin du gamepad, et tu pouvais juste jouer avec un combo Wiimote Nunchuk. Dans quasiment tous les Mario, Mario Kart 8, 3D World, tous les jeux multi, Smash Bros 4, même Pikmin 3 est plus confortable avec le pointeur qu'avec le tactile. Donc après avoir passé du temps sur la ludothèque Wii, il y a quelque chose d'agréable à enchaîner avec des titres Wii U qui essaient d'avoir cette même philosophie de contrôle alternatif. Ils étaient rares les jeux à vraiment exploiter l'écran de la manette, donc c'est bien parfois d'avoir la possibilité de laisser le gamepad et sa batterie pourrie au placard. Puisque même le menu Wii U est compatible avec le pointeur de la Wiimote, du moment que tu as une sensor bar. D'ailleurs, le saviez-vous? Si vous en avez pas, vous pouvez juste vous servir de 2 bougies que vous mettez sous votre télé, suffisamment espacées, et ça a le même effet en termes de diffusion d'ondes infrarouges pour votre Wiimote. Quand je vous disais qu'il y avait comme une magie autour de la Wii. Je peux vous conseiller cette vidéo si vous voulez encore m'entendre parler de cette console, ou alors celle-ci, pour voir tourner des jeux DS sur la Wii U, comme par exemple la suite de Okami, Okamiden. Mais qu'importe votre choix, que la Wii U soit avec vous! Et la Wii aussi. 5000 mots putain.